Le 8 novembre 2001, Catherine Knight est condamnée à une peine de prison à perpétuité pour meurtre et cannibalisme. Revenons sur la vie de cette femme qui posera l'un des crimes les plus ignobles d'Australie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo très choquante, je trouve. C'est une vidéo que j'avais vue il y a quelques années, je pense que c'était sur la chaîne de Victoria Charlton. C'était quand donc j'avais pas encore de chaîne YouTube et je regardais beaucoup de true crime. Et je me rappelle être tombée sur cette vidéo, l'avoir regardée et avoir été tellement choquée que je pense que j'ai arrêté de regarder les true crime pendant 1 ou 2 mois tellement l'affaire m'avait vraiment fait bizarre parce que c'était enfin voilà, quand on parle de cannibalisme, moi voilà, j'ai un peu plus de mal. Rien que enfin voilà, moi je suis végane, donc déjà manger de la chair d'un être vivant, ça me fait un peu bizarre. Donc en plus manger un humain, c'est encore pire pour moi. Donc voilà, donc je vous dis ça parce que préparez-vous, mangez pas en même temps. Dites-vous bien que vous pouvez arrêter la vidéo si ça devient beaucoup trop bizarre pour vous. Mais voilà, en tout cas, moi j'avais vraiment envie de vous parler de cette histoire parce que voilà, comme je vous dis, c'est une histoire qui m'a vraiment marquée et du coup, j'avais envie qu'elle fasse partie de ma chaîne YouTube. Sinon, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous dans cette sordide histoire. Catherine Knight est née le 24 octobre 1955 avec sa sœur jumelle qui s'appelle Joy. Elle est née dans une petite ville d'Aberdeen en Australie. Catherine a vécu dans un environnement familial assez dysfonctionnel. Sa maman s'appelait Barbara Rugan et était mariée avec un certain Jack Rugan. Les deux époux avaient en fait eu 4 fils, mais Catherine et sa sœur étaient nées plus tard et Jack Rugan n'était pas leur père biologique. En fait, leur maman, donc Barbara, avait eu une relation avec un certain Ken Knight, qui était lui un collègue et ami de son mari Jack. Il faut savoir que quand Catherine et sa sœur sont nées, ça a éclaté dans tout le village comme quoi elles étaient nées d'un adultère et tout le monde a été très choqué et même révolté. En fait, il faut savoir que la famille Knight et la famille Rugan étaient deux familles assez connues dans le village qui était un village quand même très conservateur. Bon, avec tout le scandale, Barbara, donc la maman de Catherine, va quitter son mari et va alors s'installer avec le père biologique de Catherine, qui est donc Ken Knight. Ils vont tous emménager dans la ville de Maury, donc là on aura Barbara, Ken, Catherine et sa sœur jumelle. Donc ils vont être tous les 4 et ils vont reformer une famille à 4. Pour ce qui est des 4 premiers fils de Barbara, eux ils vont pas venir avec cette nouvelle famille, mais ils vont aller, donc il y en a 2 qui vont aller chez leur père et 2 qui vont être élevés par leur tante. Le temps va passer et Catherine va avoir 4 ans. C'est cette année-là que Jack, donc le premier mari de Barbara, va décéder et donc les 2 fils qui vivaient avec leur père va venir vivre avec Barbara et donc avec Catherine et sa sœur. Mais bon voilà, en plus de ces petits drames familiaux qui rendaient la famille déjà fragile, Catherine a aussi vécu un enfer au sein même de sa famille alors qu'elle était toute petite. En fait, son père, Ken, était alcoolique et il violait sa mère tous les jours. En plus de ça, Ken était violent dans ses paroles mais aussi dans ses actes. Mais bon, son père n'était pas vraiment un très bon père, mais sa maman non plus. En fait, Barbara va raconter à Catherine et à sa sœur jumelle, dès leur plus jeune âge, des anecdotes sur sa vie sexuelle. Ces anecdotes ne seront pas très joyeuses vu que Barbara se faisait violer par Ken et donc Catherine, elle va être de plus en plus traumatisée par ces anecdotes et aussi elle va commencer à détester les hommes. Catherine se sentait donc extrêmement seule et mal dans son foyer. Elle avait juste sa sœur jumelle qui semblait la comprendre. Donc Catherine a grandi avec ce mal-être dans sa famille,
Par contre, elle avait quand même un confident, une personne avec qui elle se sentait vraiment bien, et c'était son oncle, Oscar Knight. Donc c'était le frère de son père, mais lui c'était vraiment un homme bien qui aidait beaucoup Catherine, et donc Catherine était assez proche de lui. Malheureusement, en 1969, lorsque Catherine avait 14 ans, son oncle va se suicider. Ça va profondément traumatiser Catherine, qui après ça dira parler avec le fantôme de son oncle, elle dira qu'elle le voit, et voilà, donc on sait que c'était une enfant qui avait vécu plusieurs traumatismes. Mais un peu avant ça, à l'âge de 12 ans, Catherine a intégré une école secondaire, et c'est à partir de là que des gens ont commencé à la trouver assez étrange. En fait, Catherine était solitaire, et les ados de sa classe se souviennent d'elle comme étant une brute qui martyrisait les plus petits qu'elle. D'ailleurs, elle avait un jour agressé un garçon avec une arme, et s'en était même pris à un enseignant qui l'avait par la suite blessé par légitime défense. Mais ce qui est étrange, c'est que Catherine avait comme deux faces. Donc il y avait cette face qui était Catherine la brute, mais il y avait aussi la Catherine plus bonne élève, l'élève vraiment qui étudiait bien, qui faisait bien ses devoirs. Elle n'était pas très bonne à l'école, mais par contre elle faisait vraiment son maximum, elle était très calme en classe, et d'ailleurs elle avait gagné plusieurs récompenses pour bonne conduite. Mais voilà, malheureusement elle quitterait l'école à l'âge de 15 ans sans vraiment savoir lire et écrire. Très vite après avoir quitté l'école, Catherine trouvera alors un travail dans une usine de confection. Elle exercera ce travail pendant un an sans trop l'aimer, jusqu'à trouver le boulot de ses rêves. Ce travail de rêve, c'était de découper les abats à l'abattoir local de la ville. Elle sera d'ailleurs très douée et sera promue au désossage des animaux morts. Et d'ailleurs, au désossage, elle recevra son propre couteau de bouchère. D'ailleurs, elle sera tellement fière de ses couteaux qu'elle décidera de les suspendre juste au-dessus de son lit, et dira par rapport à ça qu'elle les gardait à proximité au cas où elle en aurait besoin. Elle conservera d'ailleurs cette habitude tout au long de sa vie. Voilà, donc Catherine, arrivée dans l'âge adulte, a commencé à avoir une vraie passion dans le fait de tuer les animaux, mais c'était pas mal vu spécialement parce qu'elle chassait, elle allait à la pêche, elle était dans un abattoir. C'est pas une femme qui va aller capturer un chat dehors et le tuer. C'était dans des pratiques qui sont acceptées, donc on voyait pas forcément ça d'un mauvais œil. Mais quand même, c'était son passe-temps préféré. D'ailleurs, elle gardait chez elle les corps ou les cornes des animaux qu'elle avait tués, et c'était un peu son trophée. En 1973, Catherine fera la connaissance d'un collègue à elle qui s'appelle David Kellett. David était nouveau à l'abattoir, mais avant ça, il avait vécu de nombreux traumatismes. David travaillait en fait avant sur un chemin de fer et avait été traumatisé de ce métier parce qu'il avait vu son meilleur ami, son collègue, se faire écraser. Plus tard, il avait vécu un autre traumatisme en assistant à une collision entre un train et un bus rempli d'enfants. Pendant cet événement, David avait essayé de secourir les enfants, mais 6 d'entre eux étaient morts et ils s'en étaient pas vraiment remis. Après ça, David avait perdu son emploi, il s'était mis à boire jusqu'à retrouver un emploi dans l'abattoir où travaillait Catherine. D'ailleurs, il était arrivé depuis peu de temps dans cet abattoir lorsqu'il a commencé à nouer une amitié avec Catherine. D'ailleurs, les deux s'entendaient bien et étaient même assez semblables parce que David était connu lui aussi pour être une brute et pour ne pas vraiment se laisser faire. Si quelqu'un l'embêtait, eh bien, il n'hésitait pas à le frapper ou à le menacer. L'amitié entre David et Catherine va vite évoluer vers une relation de couple et les deux vont finalement se marier en 1974 lorsque Catherine avait 20 ans. D'ailleurs, pour anecdote, lors du mariage, les deux époux étaient arrivés en moto et David était complètement saoul pour la cérémonie. Le mariage s'était passé et après la cérémonie, la maman de Catherine avait été trouver David pour le mettre en garde et lui avait dit « Tu ferais mieux de regarder Catherine ou elle va te tuer. Si tu fais la mauvaise chose, tu es foutu. Ne la trompe jamais ou ne lui donne aucune raison de le penser. Sinon elle va te tuer. Et je le sais mieux que quiconque, car je suis sa mère. Elle a une vis desserrée quelque part. » Donc voilà, clairement, même si David était vu comme une personne violente avec un fort caractère, Catherine était bien pire car elle ne se laissait pas faire du tout. Et selon ses proches, elle était même
très dangereuse. Bon, sinon le mariage va passer et on va se rendre compte que le couple n'évolue pas forcément bien et se dispute beaucoup. En fait, David était assez violent avec Catherine, mais Catherine ripostait toujours, donc c'était vraiment une relation très malsaine. Et pour l'anecdote aussi, lors de leur nuit de noces, Catherine et David avaient eu un rapport sexuel. Catherine voulait en avoir un autre, mais David s'était endormi et elle avait été tellement fâchée qu'elle avait tenté de l'étrangler. Bon, sinon les mois vont passer et petit à petit, David va comprendre à quel point Catherine était complètement folle. Par exemple, un jour, David était rentré un petit peu trop tard et prise de rage, Catherine avait brûlé tous ses vêtements et avait frappé David avec une poêle. D'ailleurs, David craignait tellement pour sa vie qu'il était parti se réfugier chez leurs voisins. La police avait d'ailleurs voulu inculper Catherine, mais elle avait fini par persuader David d'abandonner ses accusations. Mais bon, après ça, David et Catherine auront une petite fille qu'ils vont appeler Melissa Anne, mais en 1976, donc quand leur fille était encore très jeune, David, n'en pouvant plus de sa relation avec Catherine, a décidé de la quitter pour une autre femme et il est parti très loin, il a déménagé dans le Queensland pour s'éloigner un maximum d'elle. Par contre, David n'ira pas vivre chez cette nouvelle femme, il ira vivre chez sa maman qui habitait justement dans le Queensland. Le lendemain de la rupture, des voisins ont vu Catherine pousser violemment de l'autre côté de cette clôture son bébé qui était dans un landau. Les voisins appelleront donc la police et Catherine sera admise à l'hôpital de Saint-Elmo où on lui diagnostiquera une dépression postnatale. Elle restera dans cet hôpital pendant quelques semaines, puis elle en ressortira pour reprendre sa vie comme si de rien n'était. Le truc, c'est que Catherine n'allait toujours pas mieux et quelques temps plus tard, elle a encore une fois décidé de se débarrasser de son bébé et cette fois-ci, elle l'avait posé sur des rails de train, puis était partie en espérant que le train écrase son bébé. Après ça, Catherine aurait été au village et elle aurait menacé plusieurs habitants avec une hache. Mais heureusement, pendant ce temps-là, un homme qui marchait, qui vagabondait, a trouvé le bébé sur les voies et l'a sauvé. Après ça, la police retournera chercher Catherine, l'amènera à l'hôpital et, chose complètement folle, elle va rester une nuit à l'hôpital, puis on dira que finalement, elle va bien et elle pourra ressortir le lendemain et reprendre sa vie encore une fois comme si de rien n'était. Évidemment, Catherine ne va pas s'arrêter là et pour elle, la cause de tous ces tourments, c'est David qui l'a quittée. Donc, quelques jours après être ressortie de l'hôpital, elle va avoir une idée et elle va décider de se rendre dans le Queensland pour aller rejoindre David. Comme elle n'avait pas de voiture, elle s'est rendue en ville et elle a braqué une voiture en menaçant la conductrice avec un de ses couteaux de bouchère. Mais voilà, Catherine, ne sachant pas conduire ou ne voulant pas conduire, je ne sais pas. En tout cas, elle a menacé la femme, elle lui a taillé une bonne partie du visage et la femme a finalement accepté contre son gré de la conduire jusqu'au Queensland. Heureusement pour la conductrice, en fait, quand elle est arrivée dans une station essence pour refaire le plein, elle a réussi à s'échapper et à appeler la police qui viendra et qui arrêtera encore une fois Catherine. Mais attendez, parce que quand la police est arrivée pour arrêter Catherine, Catherine a de nouveau pété un câble et elle a pris un petit garçon qui passait par là et elle l'a pris comme en otage avec son couteau de bouchère. Et elle disait, si vous approchez, je lui tranche la gorge. Bon, heureusement, elle l'a relâché et elle a pu être arrêtée. Bon, cette fois-ci, Catherine n'ira plus dans un simple hôpital, mais elle sera internée dans l'hôpital psychiatrique de Morissette. À l'hôpital, Catherine va se confier aux infirmières et elle leur expliquera le plan qu'elle avait mis en place avant son arrestation. En fait, elle voulait se rendre chez David, qui habitait chez sa maman dans le Queensland, et avait prévu de le tuer avec sa maman. Évidemment, les infirmières en informeront la police qui en informera David pour qu'il fasse attention à sa vie et à celle de sa maman. Mais là, suite à cette information, David va avoir une réaction complètement inattendue. David va en fait décider de larguer sa petite amie et de revenir s'installer à Aberdeen avec sa maman dans le but de retourner aux côtés de sa femme pour la soutenir. Finalement, Catherine sortira de l'hôpital psychiatrique le 9 août 1976 et elle ira s'installer donc avec son mari David et sa belle-mère. Les trois finiront par déménager à Ipswich, une ville à l'ouest de Brisbane.
Une fois là-bas, Catherine semblera aller beaucoup mieux et trouvera un emploi de bouchère. Tout semblera rentrer dans l'ordre et le 6 mars 1983, le couple aura une autre fille qu'ils appelleront Natacha. Mais un an plus tard, Catherine va décider de quitter David. Ce qui est assez dingue vu tout leur vécu, mais bon voilà, Catherine a pris cette décision et donc elle va quitter leur maison et aller vivre une nouvelle fois chez ses parents qui habitaient donc à Aberdeen. Pendant ce temps-là, elle retournera travailler à l'abattoir, mais elle se fera mal au dos et sera donc mise en arrêt de travail. Catherine va donc toucher une indemnité de la part du gouvernement, ce qui va lui permettre de vivre, et en plus de ça, elle va habiter dans un logement social. En 1986, eh bien, Catherine va se retrouver un nouveau conjoint qui s'appelle David Saunders. Donc, la personne s'appelle encore une fois David, mais maintenant quand je dirais David, on parle de ce nouveau petit ami. Catherine et ses deux filles emménageront alors chez lui, mais malheureusement, leur relation va se dégrader assez vite. En fait, Catherine était très jalouse et David et elle arrêtaient pas de se séparer, se remettre ensemble, se séparer. Donc voilà, c'était une relation très très instable. D'ailleurs, pour une anecdote vraiment horrible, David avait un petit chiot qu'il venait d'avoir. Et un jour que David est rentré un peu trop tard, Catherine a pris le chiot, l'a égorgé devant David et elle lui a dit « Bah voilà, si tu me trompes, je te ferai la même chose ». Malgré tout, le couple restera ensemble et en 1988, ils auront une petite fille qu'ils appelleront Sarah. Mais bon, malgré tout ça, le couple continuait à se disputer assez violemment. Et un jour, Catherine va frapper David au visage avec un fer à repasser et le poignardera ensuite dans l'abdomen avec une paire de ciseaux. Mais heureusement, David s'en sortira. Après ça, David va quitter sa maison et se cachera de Catherine pendant de longs mois. Mais bon, il reviendra finalement parce que sa fille Sarah lui manquait trop. Mais voilà, en revenant dans le village, donc pour revoir Catherine et sa fille, eh bien David va se rendre compte que Catherine a porté plainte contre lui et qu'il ne peut plus approcher sa fille. Catherine a demandé en fait une demande de restriction. Donc voilà, David apprend que Catherine a dit à la police qu'il était violent avec sa fille et que donc il ne peut plus approcher sa fille Sarah alors qu'il n'a jamais été violent avec elle. Mais bon voilà, Catherine va vite tourner la page et elle va ensuite se mettre en couple avec un collègue de travail. Ils vont rester 3 ans ensemble et ils auront un fils qu'ils vont appeler Eric. Mais bon voilà, au bout de 3 ans, ils vont décider de rompre et encore une fois, Catherine passera à autre chose. Donc voilà, la relation maintenant va être la plus importante pour nous dans cette vidéo. Catherine va alors tomber amoureuse d'un certain John Price. Comme cet homme va être assez important pour nous dans cette affaire, je vais quand même vous parler un petit peu de lui. John Price est né le 4 avril 1955 et au moment des faits, il était père de 3 enfants. C'était un homme très bien vu dans son village et il était apprécié de tous ceux qui le connaissaient. Il gagnait beaucoup d'argent car il travaillait dans les mines locales. Malheureusement, son mariage s'est terminé en 1988 et depuis, il élevait ses 2 plus grands enfants tout seul. Étant alors célibataire, il avait eu une liaison avec Catherine et petit à petit, Catherine était venue assez souvent chez lui et ses enfants semblaient beaucoup l'aimer. C'est donc comme ça qu'en 1995, Catherine emménagera officiellement chez lui. Il faut savoir que John connaissait la réputation de Catherine, mais tout se passait tout de même assez bien entre deux. Bon, ils avaient tout de même parfois de violentes disputes, mais John dira à ses proches qu'avec Catherine, la vie était un bouquet de roses. Bon, par contre, les choses vont se compliquer en 1998. En fait, cette année-là, Catherine avait fait part à John de son désir de se remarier, mais John lui avait dit qu'il aimait leur relation comme ça, qu'après son premier mariage, il n'avait pas forcément envie de nouveau se remarier. Et donc, il avait dit à Catherine, restons comme ça, on est bien, pas besoin de se marier. Catherine va se sentir extrêmement humiliée de cette réponse et elle va avoir envie de se venger. Pour se venger, elle va prendre une caméra et elle va filmer des objets qui se trouvaient chez John et elle va envoyer la vidéo au patron de John en disant voilà des objets qui appartiennent à son lieu de travail et en fait John est un voleur, il a tout volé. Je ne sais pas vraiment si John avait réellement volé ces objets ou si Catherine a menti, mais dans tous les cas, Catherine va tout de même envoyer ça au patron de John et il se fera
virer. Ce qui est dingue, c'est que John travaillait à cet endroit-là depuis 17 ans et en une seule vidéo, Catherine a réussi à le faire virer. John était très en colère évidemment et il a alors expulsé Catherine de chez lui en la forçant à retourner vivre seule dans son petit appartement. Bon, quelques mois plus tard, John et Catherine se sont remis ensemble, mais cette fois-ci, chacun vivait de son côté, ils se voyaient parfois l'un allait chez l'autre, mais Catherine n'a pas réemménagé chez lui. Mais bon, malgré tout ça, la relation n'était pas spécialement mieux. Et j'ai même envie de dire qu'elle l'empirait. En fait, les disputes devenaient de plus en plus violentes et plus John sortait avec Catherine, plus il changeait. En fait, il était plus vraiment lui-même. Et d'ailleurs, ses amis vont lui dire « on te reconnaît plus et si tu restes avec Catherine, on veut plus vraiment être tes amis parce que t'es devenu un homme qu'on ne reconnaît pas. » Et John a laissé tomber ses amis pour rester avec Catherine. Le couple va quand même durer, mais en février 2000, Catherine va poignarder John pendant une dispute. C'est donc à ce moment-là que John a compris la dangerosité de Catherine et le 29 février, lorsqu'il partait au travail, il s'est rendu à la police. Une fois à la police, il va expliquer tout ce qui s'est passé et il aura une injonction pour essayer d'éloigner Catherine de lui et ses enfants. Cette même après-midi, donc après avoir été à la police, quand John s'est rendu au travail, il a dit à ses collègues que s'il ne venait pas travailler le lendemain, ce serait parce que Catherine l'aurait assassiné. Ses collègues vont prendre ça très au sérieux, ça va vraiment les stresser, ce qui est normal, et ils vont tout faire pour convaincre John de ne pas rentrer chez lui ce soir-là. Mais voilà, John est quand même décidé à rentrer et il ne va pas écouter ses collègues. En rentrant chez lui, John va y trouver Catherine, mais pas ses enfants, et Catherine va tout simplement lui dire qu'elle avait envoyé les enfants dormir chez des amis. Par peur, John va alors passer sa soirée chez des voisins, puis une fois qu'il était assez tard, vers 23h à peu près, il est reparti dormir chez lui. Le lendemain matin, les premiers à s'inquiéter ont été les voisins de John avec qui il avait passé la soirée. En fait, ils ont remarqué que la voiture de John était toujours garée dans son allée au moment où il devait déjà être parti au travail. Sur son lieu de travail, son employeur va aussi s'inquiéter que John ne soit toujours pas arrivé et il va donc envoyer un de ses employés, un collègue de John, jusque chez John pour voir qu'est-ce qui se passe, voir s'il va bien. Quelques minutes plus tard, le voisin et le collègue de John ont tous les deux frappé à la porte de son domicile. Mais malheureusement, ils n'auront pas de réponse et ils vont alors toquer à la fenêtre de sa chambre au cas où il dormait encore. Ils n'ont toujours pas de réponse, ils se disent qu'ils n'arrivent pas à réveiller John. Ils vont donc retourner à la porte d'entrée et en observant un peu plus, ils vont remarquer des taches de sang sur la porte. Évidemment, ils vont directement s'inquiéter et ils vont appeler la police. La police est alors arrivée à 8h du matin et ils vont défoncer la porte. Et c'est là qu'ils vont découvrir une scène digne des plus grands films d'horreur. Catherine était là, allongée au sol, inconsciente, et elle semblait avoir pris beaucoup de médicaments. John était en partie là aussi, allongé au sol, et il avait été poignardé avec un couteau de boucher. Mais attendez, parce que maintenant ça va être vraiment le pire. En fait, on a retrouvé la tête de John décapitée en train de bouillir avec des légumes dans une grande marmite. D'ailleurs, la marmite était encore chaude, ce qui montrait que la cuisson avait eu lieu un peu plus tôt dans la matinée. En plus de ça, Catherine avait fait cuire des parties du corps de John et les avait servies dans des assiettes avec des pommes de terre au four, de la citrouille, des betteraves rouges, des courgettes, du chou, de la courge jaune et de la sauce. Sur la table, en fait, il y avait 2 assiettes contenant ce repas et à côté de chaque assiette, il y avait le nom des 2 enfants de John, donc les 2 enfants qu'il avait à charge, comme si Catherine avait cuisiné ce plat pour les servir aux enfants pour qu'ils mangent leur père. La police retrouvera une 3e assiette dans le jardin qui montre que Catherine aurait essayé de goûter à son repas, mais qu'elle n'aurait pas aimé ça et qu'elle aurait donc balancé l'assiette dans le jardin. De plus, une note écrite à la main sera retrouvée sur le frigo. La note était couverte de sang et de morceaux de chair. Et sur cette note, Catherine accusait John d'avoir violé sa fille. Catherine sera alors arrêtée et plaidera coupable d'homicide volontaire. Elle dira par contre qu'elle ne se souvient pas de son acte.
Par contre, grâce à l'enquête, on comprendra ce qu'il s'est passé ce soir-là. Déjà, on va se rendre compte qu'avant d'envoyer les enfants chez des amis, Catherine les avait filmés en train de, de faire le testament de leur père sans vraiment s'en rendre compte. Après ça, Catherine aurait été en ville et se serait acheté de la lingerie de couleur noire. Après ça, la journée serait passée et quand il était assez tard le soir, Catherine serait revenue chez John pendant qu'il dormait et se serait assise devant la télé. Elle aurait regardé un programme pendant quelques minutes, puis elle aurait été prendre une douche et serait allée dans la chambre de John, l'aurait réveillé et aurait eu plusieurs relations sexuelles avec lui. On pense qu'ensuite John se serait endormi, mais qu'à ce moment-là, Catherine aurait été chercher un couteau et qu'elle aurait poignardé John pendant son sommeil. Selon les preuves de sang, on peut imaginer que John aurait allumé la lumière à ce moment-là et aurait essayé de s'enfuir en allant un petit peu partout dans la maison. John aurait réussi à ouvrir la porte d'entrée, mais Catherine l'aurait rattrapé et traîné dans le couloir avant de lui infliger 37 coups de couteau partout sur le corps, ce qui aurait alors tué John. Après ça, on sait que Catherine s'est rendue en ville et a retiré 1000 $ sur le compte de John à un guichet automatique. Elle est ensuite retournée chez John et a suspendu son corps à un crochet à viande sur une porte de la maison. Elle l'aurait ensuite saigné et décapité. C'est donc après ça qu'elle se serait mise à cuisiner plusieurs parties de son corps, puis elle les aurait servies pour ses enfants. Et puis elle aurait fait bouillir la tête avec d'autres légumes dans le but de la consommer plus tard. Son procès aura donc lieu le 15 octobre 2001 et à ce moment-là, c'est assez dingue, mais Catherine décidera de plaider non coupable. Ce qui est dingue, c'est que pendant le procès, en fait, le crime était tellement horrible que le juge a proposé aux 60 jurés, donc qui sont des personnes tirées au sort dans la population, ils leur ont proposé de partir s'ils ne se sentaient pas OK pour ce procès. Ça se fait jamais. Normalement, on est obligé d'aller au procès si on est tiré au sort pour devenir juré. Mais là, le juge a vraiment dit si vous ne vous sentez pas capable, eh bien, vous pouvez partir, il n'y a pas vraiment de souci. Après cette proposition, 5 personnes ont décidé de partir et de ne pas assister au procès. Et pendant le procès, quelques membres des jurés vont aussi partir. Bon, pour le procès en soi, la défense de Catherine va reposer sur le fait qu'elle ne se souvenait pas de son acte et son avocat va plaider l'amnésie et la dissociation. L'amnésie et la dissociation seront des termes employés par les psychiatres pendant le procès. Par contre, ils diront aussi que Catherine était saine d'esprit, ce qui veut dire qu'elle se rendait compte de ce qu'elle faisait. Certains psychiatres diront quand même que Catherine avait un trouble de la personnalité limite, mais par contre ça la rend quand même totalement responsable de ses actes. Par contre, anecdote encore assez étrange, le juge, vers la fin du procès, va donc résumer l'affaire, il va redire ce que Catherine a fait, et pendant qu'il explique la décapitation de John, le moment où Catherine l'a cuisiné, eh bien, Catherine au procès va devenir complètement folle, complètement hystérique, tellement qu'un médecin va devoir lui administrer un sédatif. Finalement, le 8 novembre 2001, le juge s'est exprimé en disant que la nature du crime et le manque de regret de Catherine nécessitaient une peine sévère. Elle sera alors condamnée à la prison à perpétuité et une période de libération conditionnelle a été refusée. D'ailleurs, le juge demandera à ce qu'il soit écrit précisément dans son dossier que Catherine ne doit jamais être libérée. D'ailleurs, c'était la première fois qu'une peine aussi forte ait été donnée à une femme en Australie. En 2006, Catherine fera appel à sa condamnation, mais évidemment, ça lui sera refusé et elle risque de passer l'entièreté de sa vie en prison et heureusement, j'ai envie de dire. C'est comme ça que se termine cette vidéo qui était très lourde, qui était très compliquée à écrire et à vous raconter. Ça a dû être compliqué aussi pour vous à entendre. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai très envie de savoir si ça vous choque autant que moi. Et voilà, donc n'hésitez pas à commenter. J'adorerais lire tout ce que vous dites par rapport à cette affaire. Et sinon, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut. Ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!